Son visage devenait de plus en plus sombre. La baronne se tourna aussi vers moi et me regarda avec colère et perplexité. Les passants nous dévisageaient, certains s'arrêtaient même. « Hein ?» émit de nouveau le baron avec un redoublement de croassement et dire « Jawohl !» entonnai-je en continuant à le regarder droit dans les yeux. « Sind Sie rasend ?» cria-t-il en levant sa canne. Je crois qu'il commençait à avoir un peu peur. Peut-être mon costume l'embarrassait-il. J'étais bien habillé, avec élégance même, comme quelqu'un du meilleur monde. « Jawohl !» m'écriai-je à tue-tête en allongeant le haut à la manière des Berlinois qui parsèment leur conversation de « Jawohl !» en accentuant plus ou moins le haut, afin d'exprimer différentes nuances de la pensée ou du sentiment. Ils firent rapidement demi-tour et s'éloignèrent presque en courant dans leur effroi. Quelques passants firent des remarques, d'autres me regardèrent avec étonnement. D'ailleurs, mes souvenirs deviennent vagues. Je revins d'un pas normal vers Pauline Alexandrovna, mais arrivé à une centaine de pas de son banc, je la vis se lever et prendre le chemin de l'hôtel en compagnie des enfants. Je la rejoignis à l'entrée. « J'ai accompli cette idiotie, lui dis-je. Et alors, débrouillez-vous maintenant, me répondit-elle sans même me regarder en montant à sa chambre. Je passais toute cette journée à errer dans le parc, puis dans une forêt. Je passais même dans une autre principauté. J'avalai une omelette et je bus du vin dans une maisonnette. Pour cette idylle, on m'extorqua 1,5 thalers. Ce n'est qu'à 11 heures que je revins à l'hôtel. Je fus immédiatement convoqué chez le général. Notre groupe occupait 2 appartements, ils avaient 4 chambres. La première était un salon de grande dimension avec un piano. À côté, une autre grande pièce était le cabinet du général. C'est là qu'il m'attendait, debout, dans une attitude majestueuse à l'extrême. Des grilleux étaient à demi étendus sur un divan. « Monsieur, permettez-moi de vous demander ce que vous avez encore fait, » commença le général. « Mon général, j'aimerais que vous veniez droit au fait. Vous voulez sans doute parler de ma rencontre aujourd'hui avec un Allemand ? » ?»« Un Allemand ! Cet Allemand est le baron Würmersholm, une personnalité. Vous avez été des plus grossiers envers lui et la baronne. »« Absolument pas. »« Monsieur, vous leur avez fait peur, » s'écria le général. « Mais pas du tout. » Depuis notre séjour à Berlin, j'ai été frappé par ce Jawohl répété à tout bout de champ et qu'ils étirent d'une façon ignoble. En trouvant le baron sur mon chemin dans l'allée, je me suis souvenu de ce Jawohl. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Et voilà, ce mot a eu le don de m'énerver. De plus, c'est la 3e fois que nous nous rencontrons, la baronne et moi, et elle marche toujours droit sur moi comme si j'étais un ver de terre que l'on peut écraser. Moi aussi, je peux avoir de l'amour-propre, n'est-ce pas? Je me suis découvert poliment, je vous l'assure, et je lui ai dit... Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave. Lorsque le baron se retourna en hurlant « Aïe !» j'eus l'envie soudaine et irrésistible de vociférer à mon tour « Jawohl !» Je le fis 2 fois, d'abord d'une voix naturelle, mais ensuite à tue-tête en imitant leur accent. Bon, voilà tout. J'étais, je l'avoue, enchanté de cette explication puérile. Je démangeais d'en faire toute une histoire. J'y prenais goût de plus en plus. « Mais dites donc, vous me moqueriez-vous de moi ?» s'écria le général. Il se tourna vers le Français et lui dit dans sa langue que je cherchais à faire un esclandre. Desgrieux eut un sourire méprisant et haussa les épaules. « Oh, mais pas du tout, loin de là !» m'exclamai-je à mon tour. « J'ai fait une mauvaise action, je vous le concède en toute franchise. On peut même la qualifier de gaminerie stupide et déplacée, sans plus. Savez-vous, mon général, que je la regrette infiniment. Mais il y a une circonstance qui, d'après moi, me permet presque de me dispenser de la regretter. Ces derniers temps, depuis 2 ou 3 semaines, je ne me sens pas bien. Je suis malade, nerveux, irritable, fantasque. Et parfois, dans certaines circonstances, il m'arrive de perdre tout contrôle sur moi-même. Vraiment. J'ai eu plusieurs fois follement envie de dire au marquis Desgrieux que... Mais il est inutile que j'achève ma phrase. Cela pourrait l'offenser. Bref, ce sont des symptômes de maladie. Je me demande si la baronne Würmersholm acceptera de prendre ce fait en considération lorsque je lui présenterai mes excuses. Car j'ai l'intention de le faire. Mais je crois qu'elle n'en tiendra pas compte. D'autant plus qu'à ma connaissance, dans le monde juridique, on commence ces derniers temps à en abuser. Dans les affaires criminelles, les avocats sont mis très fréquemment à justifier leurs clients assassins en alléguant que ceux-ci ne se souvenaient de rien au moment même du crime et que ce serait là une maladie. Il a tué, disent-ils, et il n'a aucun souvenir. Et imaginez-vous, mon général, que la médecine amène de l'eau à leur moulin. Elle soutient en effet qu'il existe une sorte d'affection, une folie passagère, où l'individu perd la mémoire, sinon totalement, du moins à demi ou un quart.
Or, le baron et la baronne appartiennent à la vieille génération. De plus, ce sont des junkers prussiens, des propriétaires fonciers. Sans doute cette évolution intervenue dans le monde juridique et médical leur est encore inconnue. C'est pourquoi mes explications n'auraient aucune valeur à leurs yeux. Qu'en pensez-vous, mon général? Assez, monsieur, proféra celui-ci d'un ton tranchant avec une indignation contenue. Assez. Une fois pour toutes, je vais tenter de me débarrasser de vos gamineries. Vous n'allez pas vous excuser devant le baron et la baronne. Tout rapport avec vous, ne fût-ce que pour votre seule démarche pour présenter des excuses, serait pour eux trop humiliant. Lorsque le baron eut appris que vous faisiez partie de la maison, il s'en est expliqué avec moi au casino, et je vous l'avoue, il s'en est fallu de peu qu'il me demandât satisfaction. Comprenez-vous, monsieur, à quoi vous m'exposez? Moi? J'ai été, moi, obligé de faire des excuses au baron. Je lui ai donné ma parole que dès aujourd'hui, vous ne feriez plus partie de ma maison. Permettez, mon général. C'est donc lui qui a exigé que je n'appartienne plus à votre maison, comme vous voulez bien vous exprimer. Non pas, j'ai moi-même estimé que j'étais obligé de lui donner cette satisfaction, et naturellement le baron l'a accepté. Nous nous séparons donc, monsieur. Je vous dois encore à ce jour 4 Frédéric et 3 florins. Les voici. Et voici le compte. Vous pouvez le vérifier. Adieu. Dès à présent, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Je n'ai eu de vous que des ennuis et des désagréments. Je vais appeler le valet de chambre pour lui signifier que je ne réponds plus de vos dépenses à l'hôtel à partir de demain matin. J'ai l'honneur d'être votre serviteur. Je pris l'argent, le papier sur lequel le décompte était inscrit au crayon. Je saluai le général et je lui dis avec le plus grand sérieux: « Mon général, cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Je suis désolé que vous ayez eu à subir des désagréments à cause du baron, mais pardonnez-moi, c'est entièrement de votre faute. Comment avez-vous pu prendre sur vous de répondre au baron à ma place? Que signifie l'expression selon laquelle j'appartiendrai à votre maison? Je ne suis que précepteur chez vous et rien de plus. Je ne suis pas votre fils ni votre pupille. Et vous ne pouvez répondre de mes faits et gestes. Au sens juridique, je suis moi-même responsable de ma personne. J'ai 25 ans, je suis licencié de l'université, je suis d'origine noble, je vous suis parfaitement étranger. Seul mon profond respect pour vos mérites me retient de vous demander immédiatement satisfaction et de plus amples explications sur le fait que vous vous êtes arrogé le droit de répondre en mon lieu et place. » Le général était abasourdi. Il écarta les bras puis se tourna d'un bloc vers le Français et lui dit en quelques mots hâtifs que je venais presque de le provoquer en duel. Desgrieux éclata de rire. « Or, je ne suis aucunement disposé à tenir le baron pour quitte, poursuivis-je avec un parfait sang-froid, et sans me laisser émouvoir par le rire du petit monsieur. Mais étant donné, mon général, qu'en acceptant aujourd'hui d'écouter les doléances du baron, et qu'en entrant dans ses intérêts, vous vous êtes rendu, pour ainsi dire, partie à cette affaire, j'ai l'honneur de vous déclarer que pas plus tard que demain matin, j'exigerai du baron en mon nom personnel une explication formelle sur les raisons qui l'ont poussé à s'adresser à un tiers, et à mon insu, dans une question entre lui et moi, comme si j'étais incapable ou indigne de répondre de ma propre personne. » Je le prévoyais. Entendant cette nouvelle sottise, le général fut épouvanté. « Comment? Est-il possible que vous vouliez encore donner suite à cette abominable affaire ?» s'écria-t-il. « Dans quelle situation vous me mettez, grand Dieu? Je vous l'interdis, monsieur, vous entendez? Sinon je vous jure que... Il y a aussi des autorités ici, enfin bref, de par mon grade, et le baron de même, bref, on va vous coffrer, vous expulser entre des gendarmes pour esclandre et voie de fait, c'est compris? » Il étouffait de colère, mais il avait la frousse. « Mon général, répondis-je avec un flegme qui devait le mettre à cran, on n'arrête pas un individu pour voie de fait avant qu'il n'en commette. Je n'ai pas encore amorcé mes explications avec le baron, et vous ignorez encore complètement dans quelles conditions je compte entreprendre cette démarche. Je voudrais simplement faire une mise au point à propos d'une supposition blessante pour moi, à savoir que je me trouve sous la tutelle d'une personne qui aurait autorité sur mon libre arbitre. Vous avez tort de vous alarmer et de vous faire tant de soucis. » « Au nom du ciel, Alexis Ivanovitch, abandonnez ce projet qui n'a ni queue ni tête, » bredouilla le général. Il était soudain passé de la colère à la supplication. Il m'avait même pris les mains. « Voyons, représentez-vous donc ce qui en résulterait. Encore des ennuis?
Vous devez en convenir, je dois maintenir ici une attitude particulière, surtout en ce moment. Oui, surtout en ce moment où vous ignorez, oui. Vous ignorez les circonstances dans lesquelles je me débats. Je serai prêt à vous reprendre dès que nous aurons quitté ces lieux. Maintenant, ce n'est que pour la forme. Bref, je suis sûr que vous comprendrez mes raisons, cria-t-il avec désespoir. Alexis Ivanovitch, et faisant demi-tour pour gagner la porte, je le priai de ne pas s'inquiéter, l'assurai que tout se passerait dans l'honneur et la dignité, et je me hâtai de sortir. Il arrive souvent que les Russes à l'étranger soient trop timorés, qu'ils craignent exagérément le qu'en dira-t-on, qu'ils s'interrogent comment va-t-on considérer ceci, et cela est-il comme il faut. Bref, ils se conduisent comme s'ils portaient un corset, surtout ceux qui ont des prétentions à l'importance. Ils adorent s'ajuster quelque forme préconçue à laquelle ils se tiennent servilement partout, que ce soit à l'hôtel, à la promenade, dans les cercles, en voyage. Mais le général s'était découvert. Il lui fallait assumer une attitude particulière par suite de circonstances spéciales. Voilà pourquoi il avait lâchement pris peur et changé soudain de ton. J'en pris acte. Il était clair qu'il était capable par bêtise d'alerter quelque autorité dès le lendemain. Je devais effectivement me tenir sur mes gardes. Au fond, je n'avais eu aucune intention de mettre justement le général en colère. Mais je voulais maintenant m'en prendre à Pauline. Elle m'avait traité d'une manière si cruelle. Elle m'avait poussé dans une voie si absurde que je désirais vivement l'amener à me demander elle-même de m'arrêter. Mes incartades de potage pouvaient en fin de compte la compromettre elle aussi. Et d'autres sentiments, d'autres désirs naissaient en moi. Si par exemple de mon propre gré je m'annihilais devant elle, cela ne signifiait nullement que j'étais une poule mouillée devant tout le monde. Et ce n'était certes pas au baron de me donner des coups de canne. J'eus envie de me moquer de tous ces gens et de garder le beau rôle. Ils allaient voir de quel bois je me chauffais. Alors elle prendrait peur du scandale, elle me rappellerait, et si elle ne le faisait pas, elle verrait quand même que je n'étais pas une poule mouillée. Nouvelle surprenante. Je viens d'apprendre de la gnagna, notre bonne d'enfant, que j'ai croisée dans l'escalier, que Marie Philippovna était partie toute seule pour Kastelbad, par le train du soir, pour y retrouver sa cousine. Qu'est-ce que cela veut dire? À en croire la bonne, elle se préparait depuis longtemps à ce départ, mais comment se fait-il que personne n'était au courant? Après tout, j'étais peut-être seul à ne pas le savoir. La bonne m'a révélé aussi qu'il y a 2 jours, Marie Philippovna a eu une discussion orageuse avec le général. C'est clair. Il s'agit sûrement de Mademoiselle Blanche. Oui. Quelque chose de décisif va se produire. Dans les villes d'eau, et semble-t-il dans toute l'Europe, lorsqu'un directeur d'hôtel donne une suite à un client, il s'inspire moins du désir et des besoins de celui-ci que de l'opinion qu'il se fait de lui. Il faut remarquer qu'il se trompe rarement. Mais Dieu sait pourquoi, l'appartement choisi pour la grand-mère était exagérément luxueux. 4 pièces somptueusement meublées avec bain, chambre pour domestique, petite chambre à part pour la camériste, etc. Il était exact que c'était dans cette suite qu'une grande duchesse s'était arrêtée une semaine auparavant, ce dont on informait aussitôt les nouveaux venus pour faire monter les prix. On transporta, ou plutôt l'on roula, la grand-mère à travers toutes les chambres qu'elle examina avec la plus grande attention. L'Oberkellner, un homme d'un certain âge et chauve, l'accompagnait respectueusement pendant cette première inspection des lieux. J'ignore pour qui l'on prenait la générale à l'hôtel, mais sans doute pour une très haute personnalité, et principalement fort riche. Dans le registre de la réception, on inscrivit « Madame la générale, princesse de Tarasevitcheva », bien que la grand-mère n'eût jamais été princesse. Ses domestiques, le compartiment spécial, la montagne de colis inutiles, de valises et même de malles étaient probablement à l'origine de son prestige. Le fauteuil, la voix et le ton de commandement, les questions excentriques posées avec un sans-gêne despotique, bref, sa personnalité toute d'une pièce, brusque, autoritaire, achevèrent de lui gagner l'estime générale. Pendant l'inspection, la grand-mère donnait parfois l'ordre d'arrêter son fauteuil. Elle désignait quelque objet de l'ameublement et demandait des explications inattendues à l'Oberkellner, dont le sourire restait déférent, mais dont l'inquiétude naissait. Les questions étaient posées en français, langue que la grand-mère parlait assez mal d'ailleurs, de sorte que je traduisais le plus souvent. Presque toutes les réponses de l'Oberkellner ne lui plaisaient pas, ne lui paraissaient pas satisfaisantes. Il est vrai que les questions étaient plutôt décousues, ressemblaient à des coques à l'âne.
Par exemple, elle se faisait arrêter devant un tableau assez médiocre, copie d'un original bien connu représentant une scène mythologique. « Qui est sur ce portrait ?» L'Oberkellner répondait que ce devait être celui d'une comtesse. « Comment se fait-il que tu ne le saches pas? Tu habites ici, tu ne le sais pas. Que fait ce portrait ici? Pourquoi les yeux louchent-ils » L'Oberkellner, dans l'impossibilité de répondre à des questions de ce genre, en restait les bras ballants. « Hein, en voilà un crétin » déclara-t-elle en russe. On la roula plus loin. Ce fut la même histoire devant une statuette de Saxe. Elle l'examina sous tous les angles, la fit enlever sans commentaire. Finalement, elle voulut mordicus connaître le prix des tapis de la chambre à coucher et l'endroit où ils avaient été tissés. L'Oberkellner lui promit de s'en informer. « En voilà des ânes » grommela la grand-mère en portant toute son attention sur le lit. « Quel pompeux baldaquin! Défaites le lit !» On s'exécuta. « Non, défaites-le complètement. Enlevez les oreillers, les thés, ôtez les dredons. » Tout fut mis sens dessus dessous. La grand-mère examina chaque chose en détail. « Heureusement qu'ils n'ont pas de punaise. Qu'on emporte tout ça. Qu'on fasse mon lit avec mes draps et mes oreillers. C'est trop somptueux. Tout de même une vieille femme comme moi, un tel appartement. Je vais m'y ennuyer toute seule. Alexei Ivanovitch, viens me voir plus souvent dès que tu en auras fini avec les leçons des enfants. » « Depuis hier, je ne suis plus au service du général, répondis-je. Je suis à l'hôtel tout à fait par moi-même. »« Qu'est-ce que tu me racontes là ? Un distingué baron allemand et la baronne, sa digne épouse, sont arrivés dernièrement de Berlin. Hier, à la promenade, je lui ai adressé la parole en allemand, mais avec l'accent berlinois. Et alors ? Il a trouvé cela impertinent, il s'en est plaint au général, et dès hier, le général m'a congédié. L'aurais-tu injurié ton baron ? Il n'y aurait pas grand mal à cela, d'ailleurs. Non, pas bien, au contraire, c'est lui qui m'a menacé de sa canne. Et toi, poule mouillée, dit-elle brusquement au général, tu as laissé traiter ainsi le précepteur de tes enfants, mais avec ça tu l'as congédié ? Vous êtes des mauviettes tout ce temps que vous êtes, à ce que je vois. Ne vous en faites pas, ma tante, répliqua le général avec une sorte de familiarité hautaine. Je sais comment m'occuper de mes propres affaires. J'ajouterai que l'explication donnée par Alexei Ivanovitch n'est pas tout à fait exacte. Et toi, tu t'es laissé faire, me demanda-t-elle. Je voulais provoquer le baron en duel, répondis-je d'un ton le plus calme et le plus modeste possible. Mais le général s'y est opposé. « Et pourquoi cela ?» interrogea-t-elle le général. « Toi, tu peux disposer, dit-elle à l'adresse de l'Oberkellner. Tu viendras quand on t'appellera. Inutile de rester la bouche bée. Décidément, je n'aime pas cette trogne ignorante bourgeoise. » L'autre salua et sortit. Le sens de ce dernier compliment lui avait certes échappé. « Mais de grâce, ma tante, peut-on se battre en duel ?» répondit le général avec un sourire ironique. « Et pourquoi pas? Tous les hommes sont des coqs. Alors allez-y, battez-vous. Mais vous n'êtes que des mauviettes, vous êtes incapables de soutenir votre patrie. Allons, levez-moi Potapitch, arrange-toi pour que j'ai toujours 2 porteurs. Engage-les et conviens du prix. Inutile d'en avoir plus de 2. Dis-leur bien que ce n'est que dans l'escalier qu'il faut me porter. À plat, dans les rues, il n'y a qu'à me rouler. Épée-les d'avance, ils seront plus respectueux. Toi-même, tu te tiendras toujours à mes côtés. Quant à toi, Alexei Ivanovitch, tu me montreras ce baron à la promenade. Je veux voir de quoi il a l'air, ce von baron. Allons, où est la roulette ? J'expliquai que les roulettes se trouvaient au Kursaal, dans les salles de jeu. Une pluie de questions s'ensuivit. Y en avait-il beaucoup ? Y avait-il beaucoup de joueurs ? Pouvait-on jouer toute la journée ? Comment les roulettes étaient-elles organisées ? Je répondis simplement qu'il serait plus facile de s'en rendre compte par soi-même, car il était assez difficile de décrire cela oralement. « Alors qu'on me transporte sur le champ, va devant, Alexei Ivanovitch. »« Comment, ma tante, vous ne voulez même pas vous reposer après le voyage ?» s'enquit le général avec sollicitude. Il paraissait quelque peu agité. Du reste, ils avaient tous un air embarrassé, ils échangeaient des coups d'œil. Ils éprouvaient sans doute une certaine gêne et même de la honte à accompagner la grand-mère droit au casino, où elle pouvait évidemment se livrer à des excentricités, mais cette fois en public. Néanmoins, ne s'étaient-ils pas proposés eux-mêmes pour l'accompagner ? Me reposer, pourquoi ? Je ne suis pas fatigué, je suis resté assise pendant 5 jours. Et après, nous visiterons les sources, les eaux thermales, nous verrons où elles se trouvent. Et puis, comment est-ce déjà ? Comment l'as-tu nommé Prascoville, la Pointe ? Oui, grand-mère. Va pour la Pointe. Qu'y a-t-il encore à voir ? Bien des choses, grand-mère, dit Pauline indécise. Tu n'en sais rien toi-même. Marthe, tu m'accompagnes aussi, dit-elle à sa camériste. Mais ma tante, pourquoi Marthe ? S'inquiéta soudain le général. Et du reste, c'est impossible, il est même douteux que Potapitch soit autorisé à entrer au casino. Mais c'est ridicule. C'est une domestique, alors il faut l'abandonner. Elle est aussi un être humain, ça fait 8 jours que nous courons par Meuse et par Vaud, et il est naturel qu'elle ait envie de voir quelque chose. Qui donc le lui montrerait, sinon moi ?
Si on la laissait seule, elle n'oserait pas mettre son nez dehors. Mais grand-mère, aurais-tu honte de moi par hasard? Alors reste ici, on ne te demande rien. Et ça s'appelle un général. Je suis moi-même général. Et pourquoi traîner tous derrière moi comme une queue? Je verrai tout ce que je veux avec Alexei Ivanovitch. Mais Desgrieux insista énergiquement pour que tout le monde la suivît, et il se lança dans les phrases les plus aimables sur le plaisir de lui tenir compagnie, etc. La procession s'ébranla. « Elle est tombée en enfance, » répéta Desgrieux au général. « Seule elle fera des bêtises. » Je n'en entendis pas davantage, mais il préparait quelque chose, cela était certain. Peut-être même des espérances lui étaient-elles revenues. Il n'y avait qu'une demi-verste à faire. Nous suivîmes l'allée de Marronnier jusqu'au square, que nous contournâmes pour entrer au Kursan. Le général se rasséréna un peu. Bien qu'assez peu banal, notre cortège était fort digne. Il n'y avait d'ailleurs pas à s'étonner dans une ville d'eau d'une infirme aux jambes paralysées. Mais le général redoutait évidemment le casino. Qu'allait faire au jeu une paralytique et fort âgée? Pauline et Mademoiselle Blanche avançaient de chaque côté du fauteuil roulant. Mademoiselle Blanche riait, se montrait gaie avec des modesties et faisait même des grâces à la grand-mère, si bien que celle-ci finit par la complimenter. Pauline, d'autre part, devait répondre à une avalanche de questions telles que « Qui est cette personne qui vient de passer? Et celle-ci là-bas en voiture? La ville est-elle grande? Et le jardin public? Quels sont ces arbres? Ces montagnes? Y a-t-il des aigles dans ces parages? Quel drôle de toit là-bas? Monsieur Astley, qui marchait à côté de moi, me dit tout bas qu'il s'attendait ce matin à des événements importants. » Potapitch et Marthe se trouvaient immédiatement derrière le fauteuil, lui en habit, cravate blanche, mais une casquette sur la tête, elle, 40 ans, le teint coloré, vieille fille à peine grisonnante, avec un bonnet sur les cheveux et une robe de coton imprimée, ses bottines de chevreau craquant à chaque pas. La grand-mère se tournait fréquemment vers eux et leur parlait. Desgrieux et le général s'étaient laissés distancer et ils conversaient avec une animation extrême. Le général paraissait très abattu. Desgrieux parlait d'un air décidé. Peut-être essayait-il de remonter le moral du général. De toute façon, il lui donnait des conseils. Mais la grand-mère avait déjà prononcé la phrase fatale. « Je ne te donnerai pas d'argent. » Il se peut que Desgrieux n'y croyait pas, mais le général connaissait sa tante. Je notai que Desgrieux et Mademoiselle Blanche continuaient à échanger des regards. J'aperçus le principicule et l'allemand explorateur tout au bout de l'allée. Ils nous avaient suivis de loin, puis ils changèrent de direction. Nous fîmes une entrée triomphale au casino. Le portier et les huissiers témoignèrent la même déférence que le personnel de l'hôtel. Ils nous considéraient néanmoins avec curiosité. La grand-mère voulut avant tout visiter les salons et les halls. Certaines choses lui plurent, d'autres la laissèrent complètement indifférente. Elle questionnait sans arrêt. Nous parvînmes enfin jusqu'aux salles de jeu. L'huissier, qui se tenait comme une sentinelle devant la porte close, parut saisi d'étonnement et l'ouvrit à 2 battants. L'apparition de la grand-mère fit une forte impression sur le public. Autour des roulettes et à l'autre bout de la salle, à la table du 30 et 40, 150 à 200 joueurs se tenaient en rang pressé. Ceux qui avaient réussi à se faufiler jusqu'au tapis s'y accrochaient comme d'habitude et ne cédaient leur place qu'en cas de perte totale. Il n'est pas permis en effet de rester là en simple spectateur et d'occuper une place pour rien. Bien qu'il y ait des sièges autour des tables, rares sont les joueurs assis, surtout quand la foule est dense, pour la simple raison qu'en restant debout, on est moins encombrant, on gagne une place et l'on mise plus adroitement. Le 2e et le 3e rang se pressant derrière le premier, attendant et guettant leur tour. Mais dans leur impatience, le bras de certains fend la presse pour placer un enjeu. Il arrive même qu'on trouve moyen de le faire du 3e rang. Aussi, immanquablement, toutes les 5 ou 10 minutes, une contestation s'élève-t-elle à l'une des tables au sujet d'une mise. La police du casino est d'ailleurs assez bien faite, la cohue est naturellement inévitable, mais le casino y gagne. 8 croupiers entourent chaque table et ne perdent pas de vue les enjeux. Ils font le compte des gains, s'il y a contestation, ils tranchent. Dans les cas extrêmes, on fait appel à la police, et l'affaire est liquidée en moins de rien. Les policiers sont toujours dans les salles mêlés à la foule, ils sont en civil, de sorte qu'on ne peut pas les reconnaître. Ils surveillent tout particulièrement les voleurs et les spécialistes qui pullulent toujours dans les casinos, car ce genre d'industrie est extrêmement simple et facile. En effet, partout ailleurs, les voleurs sont obligés de faire les poches, de forcer les serrures. Ces procédés-là, en cas d'échec, attirent de graves ennuis. Mais ici, il suffit tout bonnement de s'approcher d'une table, de se mettre à jouer, et au su et vu de tout le monde de ramasser, d'empocher le gain d'autrui. S'il y a dispute, le filou proclame haut et fort que c'était bien sa mise. Quand l'affaire est adroitement menée, quand les témoins ne sont pas d'accord, le voleur réussit le plus souvent, si la somme n'est pas trop importante, évidemment. Sinon les croupiers ou un joueur l'auraient remarqué. Mais s'il s'agit d'une somme modeste, il arrive que son véritable ayant droit renonce à poursuivre la discussion pour éviter une histoire qu'il s'éloigne de la table.
Par contre, lorsque le coup est découvert, on expulse immédiatement le professionnel avec scandale. La grand-mère observait tout cela de loin avec une curiosité avide. Elle était enchantée qu'on expulsât les filous. Le 30 et 40 ne l'intéressa que médiocrement, elle préféra la roulette avec la petite bille qui roule. Finalement, elle voulut voir de plus près, je ne sais comment, mais les valets et quelques autres agents empressés, des Polonais décavés pour la plupart, qui imposent leur service aux joueurs chanceux et à tous les étrangers, réussirent aussitôt à lui faire une place malgré la cohue, au beau milieu de la table, à côté du croupier principal. Une foule de personnes qui ne jouaient pas, mais qui suivaient la partie à distance, surtout des Anglais et leurs familles, s'approchèrent immédiatement afin de voir la grand-mère par-dessus les épaules des joueurs. De nombreuses lorgnettes se braquèrent dans sa direction. Les croupiers furent remplis d'espoir. Une joueuse aussi excentrique promettait quelque chose de pas ordinaire. Une septuagénaire impotente qui voulait tenter sa chance au jeu était une aubaine. Je me frayai un chemin et m'installai à côté d'elle. Potapitch et Marthe demeurèrent mêlés à la foule. Le général Pauline, Desgrieux et Mademoiselle Blanche se tenaient aussi à l'écart parmi les spectateurs. D'abord, la grand-mère se mit à observer les joueurs. Elle me lançait à mi-voix des questions hachées. « Qui est-ce » ? Et celle-là ? Elle s'intéressa particulièrement à un très jeune homme au bout de la table qui jouait gros et jetait des milliers de francs à chaque coup. On chuchotait qu'il avait déjà gagné près de 40 000 francs amoncelés devant lui en pièces d'or et en billets. Il était pâle, ses yeux brillaient, ses mains tremblaient. Il en était amusé au hasard par poignées. Et il continuait à gagner, à ramasser, à gagner, à ramasser. À ses côtés, les valets s'affairaient, lui avançaient un fauteuil, faisaient place nette autour de lui pour qu'il fût plus à son aise, pour qu'on ne le pressât point, tout cela dans l'attente d'un gros pourboire. Certains joueurs en veine, dans la joie du gain, leur donnent de l'argent sans compter, aussi par poignée. Il y avait déjà auprès de lui un petit Polonais qui se démenait comme un beau diable et qui lui soufflait à l'oreille avec respect mais sans cesse des conseils pour la bonne marche du jeu. Naturellement dans l'espoir d'une manne subséquente. Mais le jeune homme l'ignorait à peu près complètement. Il misait au petit bonheur, ramassait toujours. Visiblement, il perdait la tête. Sur le palier supérieur du vaste perron où on l'avait transporté de marche en marche, dans son fauteuil, environné de grooms, de femmes de chambre et de la multiple et obséquieuse valetaille de l'hôtel, en présence de l'Oberkellner en personne accouru pour accueillir l'arrivée fracassante de cet hôte de marque, entouré de ses gens et d'une montagne de valises et de malles, trônait la grand-mère, elle-même, la terrible, la richissime Antonida Vassilievna Tarasevitch, propriétaire foncière et grande dame moscovite, la baboulinka de 75 ans au sujet de laquelle on échangeait télégramme sur télégramme, agonisante mais non décédée, qui nous tombait dessus en chair et en os comme le tonnerre. Elle était là, bien que paralysée des deux jambes, portée comme depuis 5 ans dans un fauteuil, mais aussi alerte, provocante et satisfaite qu'à l'ordinaire, le buste droit, le verbe haut, impérieux, gourmandant tout le monde, exactement comme j'avais eu l'honneur de la voir 2 ou 3 fois depuis que j'étais précepteur chez le général. Naturellement, j'en restais cloué sur place. Son œil de lynx m'avait distingué à 100 pas d'ici pendant qu'on la montait sur la terrasse. Elle m'avait aussitôt reconnu et appelé. Elle avait aussi une mémoire des noms définitive. Et voilà la personne, pensais-je en un éclair, dont on attendait la mort, l'enterrement et l'héritage. C'est elle qui nous enterrera tous tant que nous sommes. Mais grand Dieu, que va-t-il advenir des nôtres, du général? Elle va maintenant mettre tout l'hôtel sens dessus-dessous. « Allons, mon ami, tu vas rester longtemps planté devant moi, les yeux hors de la tête, » continuait à m'apostropher la grand-mère. « Tu ne sais plus saluer ni dire bonjour, tu es devenu fier, tu ne veux pas? Bien, tu m'as pas reconnu. » « Potapitch, tu entends ?» Elle s'adressait à un petit vieux grisonnant, en habillé en cravate blanche à la calvitie rose, qui n'était autre que son majordome. « Tu entends, ils ne me reconnaissent pas, ils m'ont porté en terre. Ils envoyaient télégramme sur télégramme, morte ou pas morte, enfin, je sais tout, tu vois, je suis gaillarde. »« De grâce, Antonida Vassilievna, ce n'est certes pas moi qui vous voudrais du mal, » répondis-je gaiement après m'être ressaisi. « J'étais simplement surpris. Et comment ne le serais-je pas, votre arrivée inattendue? Et qu'est-ce qui t'étonne? Je suis parti et me voilà. On est tranquille en wagon, pas de chaos. Alors, on est allé se promener? » Oui, j'ai fait un tour près du casino. On est bien ici, dit la grand-mère en regardant autour d'elle. Il fait bon chaud, les arbres sont magnifiques, j'aime cela. Les nôtres sont à l'hôtel, le général? Oh oui, à 7 heures, ils sont sûrement tous chez eux. Alors ici aussi, ils ont remonté les pendules et ils font des cérémonies, pour faire bien.
Ils ont même un équipage, les seigneurs russes, à ce que j'ai appris. On claque son argent et on file à l'étranger. Et Praskovie est avec eux. Pauline Alexandrovna est ici. Le petit français aussi. Enfin, je vais tous les voir. Montre-moi le chemin, Alexei Ivanovitch. Allons droit chez le général. Et toi-même, tu es bien ici? Comme ci, comme ça, Antonida Vassilievna. Toi, Potapitch, dis à ce lourdeau de directeur que je veux un bon appartement, confortable, pas trop haut, et fais-y porter mes affaires. Qu'est-ce que c'est que cette foule pour me transporter? Qu'ont-ils tous à se pousser, bande d'esclaves? Qui est avec toi, me demanda-t-elle. C'est monsieur Astley, répondis-je. Qui ça, monsieur Astley? Un voyageur et un de mes bons amis. Il connaît aussi le général. Un Anglais, c'est pour ça qu'il m'observe sans desserrer les dents. J'aime d'ailleurs les Anglais. Allons, montez-moi directement chez le général. Où loge-t-il? On souleva la grand-mère, j'ouvris la marche le long du grand escalier de l'hôtel. Le cortège que nous formions faisait sensation. Les gens que nous croisions ouvraient de grands yeux. Notre hôtel passe pour être le meilleur, le plus cher, le plus aristocratique de cette ville d'eau. Dans l'escalier, dans le couloir, on rencontre toujours des dames très distinguées, des Anglais imposants. En bas, on questionnait l'Oberkellner, qui lui-même était fort impressionné. Il répondait à tout le monde que c'était une étrangère de marque, une Russe, une comtesse, une grande dame, et qu'elle allait occuper la même suite que la grande duchesse de N la semaine dernière. L'air impérieux de la grand-mère que l'on élevait dans son fauteuil était la cause principale de l'effet produit. Elle toisait avec curiosité toutes les personnes que nous croisions et me posait sur elles des questions à haute voix. La grand-mère était puissamment bâtie, et bien qu'elle ne quittât pas son fauteuil, on la devinait très haute en taille. Son dos, droit comme une planche, ne s'appuyait pas contre le dossier. Elle portait haut sa grande tête grise. Ses traits étaient fortement marqués. Il y avait en elle une sorte d'arrogance, de défi, et l'on voyait que son regard et ses gestes étaient parfaitement naturels. Malgré ses 75 ans, son visage était encore frais, ses dents n'avaient pas trop souffert. Elle portait une robe de soie noire et un bonnet blanc. « Elle m'intéresse au plus haut point, » chuchota M. Astley qui montait avec moi. « Elle a eu vent des télégrammes, me dis-je. Elle est au courant de Desgrieux, et il me semble qu'elle ne sait pas grand-chose de Mademoiselle Blanche. » Je communiquai aussitôt cette réflexion à M. Astley. « Ô pécheur que je suis ! À peine remis de ma surprise initiale, je me réjouissais fort de l'effet foudroyant qu'allait produire dans quelques instants notre arrivée chez le général. J'étais aiguillonné, j'avançais tout content en tête du cortège. Les nôtres logeaient au 3e étage. Sans prévenir, sans frapper, j'ouvris tout grande la porte, et la grand-mère fit une entrée triomphale. Comme un fait exprès, ils étaient tous au complet dans le cabinet du général. Il était midi, et on projetait probablement une excursion, qui en voiture, qui à cheval. Il y avait en plus des invités. Outre le général, Pauline, les enfants et leur bonne, il y avait la Desgrieux, Mademoiselle Blanche, de nouveau en Amazone, sa mère, Madame Veuve Comminges, le petit prince russe et un savant voyageur, un Allemand, que je voyais chez eux pour la première fois. Le fauteuil de la grand-mère fut déposé au milieu de la pièce, à 3 pas du général. Grand Dieu, jamais je n'oublierai ce spectacle. Avant notre entrée, le général était en train de raconter quelque chose et Desgrieux le reprenait. Il est à noter que depuis 2 ou 3 jours, Mademoiselle Blanche et Desgrieux faisaient je ne sais pourquoi la cour au petit prince à la barbe du pauvre général. Et bien qu'artificiel peut-être, le ton de la compagnie était des plus gais, cordiaux et intimes. À la vue de la grand-mère, le général fut littéralement pétrifié. Il resta bouche bée au beau milieu d'une phrase. Il la contemplait, les yeux ronds, comme hypnotisé par le regard du sphinx. La grand-mère l'observait aussi, sans mot dire, immobile. Mais quel regard de triomphe, de défi, que d'ironie pétillait dans ses yeux. Ils restèrent là, à se regarder pendant 10 bonnes secondes, dans le silence profond de tous les assistants. Desgrieux fut d'abord médusé, mais bien vite son visage refléta une inquiétude extrême. Mademoiselle Blanche leva les sourcils, ouvrit la bouche et fixa sur la grand-mère des yeux complètement effarés. Le prince et le savant contemplaient la scène avec une incompréhension totale. Le regard de Pauline exprima d'abord l'étonnement et la perplexité, puis elle devint livide. L'instant d'après, le sang lui afflua au visage et empourpra ses joues. C'était bien une catastrophe pour tout le monde. Je ne cessais de promener mes regards de l'un à l'autre. M. Astley, comme d'habitude, se tenait à l'écart avec calme et dignité. « Eh bien, me voilà ! En lieu et place de télégramme !» se déchaîna enfin la grand-mère. « Hein, vous ne m'attendiez pas !
Antonida Vassilievna, ma tante, comment est-ce possible balbutia l'infortuné général. Si le silence avait duré une seconde de plus, il aurait eu une attaque. Comment J'ai pris le train. À quoi ça sert les chemins de fer? Et vous pensiez tous que j'avais trépassé en vous laissant l'héritage? Je les connais, tes télégrammes. Que d'argent ils ont dû te coûter. Ce n'est pas bon marché d'ici. Et moi, fouette cocher, me voilà. Et celui-ci, c'est le français, monsieur Desgrieux, n'est-ce pas? Oui, madame, s'empressa Desgrieux. Et croyez que je suis si enchanté. Votre santé, c'est un miracle, vous voir ici. Surprise charmante. Charmante, c'est ça. Je te connais, Polichinelle, je ne te crois pas plus que cela. Et elle lui montra son petit doigt. Et là, qui est-ce demanda-t-elle en désignant mademoiselle Blanche. La belle Française en Amazone, la cravache à la main, l'avait manifestement impressionnée. Est-elle d'ici? C'est mademoiselle Blanche de Comminges, et voici sa mère, madame de Comminges. Elles habitent l'hôtel, expliquai-je. La fille est mariée demanda crûment la grand-mère. Elle est demoiselle, répondis-je le plus respectueusement possible et exprès mi-voix. Elle est joyeuse? Je ne compris pas la question. On ne s'ennuie pas avec elle. Comprend-elle le russe? À Moscou, Desgrieux s'est mise à en baragouiner 2 ou 3 mots. Je lui dis que mademoiselle de Comminges n'avait jamais été en Russie. Bonjour, s'exclama-t-elle brusquement à mademoiselle Blanche. Bonjour, madame, répondit celle-ci cérémonieusement, faisant une gracieuse révérence. Sous le couvert d'une modestie et d'une amabilité extrême, elle voulait que son visage et toute sa figure montrassent sa stupeur devant une question et une attitude aussi baroque. Oh, elle baisse les yeux, elle fait des manières, elle se donne des airs. On voit tout de suite ce que c'est. Nous avons affaire à une actrice. Je suis à l'hôtel en bas, dit-elle brusquement au général. Je serai ta voisine, es-tu content? Oh, ma tante croyait à mes sentiments sincères, à ma joie, enchaîna le général. Il s'était presque complètement ressaisi. À l'occasion, il savait bien tourner ses phrases et parler d'importance, avec prétention à l'effet. Il se mit donc à discourir. Les nouvelles qui nous parvenaient de votre état de santé nous causaient une émotion, une anxiété profonde. Nous recevions des télégrammes si désespérés, et subitement... Allons à d'autres, coupa aussitôt la grand-mère. Mais comment se fait-il, interrompit à son tour le général en élevant la voix, et en s'efforçant d'ignorer les « à d'autres ». Comment se fait-il tout de même que vous vous soyez décidé à un tel voyage, convenez qu'à votre âge, et vu l'état de votre santé, après tout, c'est tellement inattendu que notre surprise est bien explicable. Mais je suis si heureux, et nous tous, il se mit à sourire avec attendrissement et enthousiasme. Nous nous emploierons par tous les moyens à vous faire de la saison ici un séjour des plus délicieux. Ah, voilà assez, tout ça c'est du bavardage, comme toujours tu parles pour ne rien dire. Je saurais très bien me débrouiller moi-même, mais je n'essaierai pas de vous éviter, je ne suis pas rancunière. Tu demandes comment se fait-il? Mais il n'y a pas de quoi s'étonner. Cela s'est fait de la façon la plus simple. Pourquoi s'étonner? Bonjour, Prascovie. Et toi, que fais-tu ici? Bonjour, grand-mère, dit Pauline en se rapprochant d'elle. Depuis quand êtes-vous en route? En voilà une au moins qui pose une question plus intelligente. Jusqu'à présent, ce n'était que des O, des A. Vois-tu, je gardais le lit depuis une éternité. On me soignait depuis non moins longtemps. Alors j'ai envoyé promener les docteurs et j'ai appelé le sacristain de Saint-Nicolas. Il avait guéri de la même maladie une paysanne avec du foin. Et voilà, il m'a soulagé aussi. Le 3e jour, j'eus une bonne suée. Je me levai, puis mes Allemands se réunirent de nouveau, mirent leurs lunettes et tinrent conciliabule. Si maintenant, déclarèrent-ils, vous alliez aux eaux, à l'étranger faire une cure, vos congestions disparaîtraient complètement. Pourquoi pas, me dis-je. Les familiers idiots de la maison poussèrent des hauts cris. Vous n'y pensez pas, hein, un voyage, et puis quoi encore? En 24 heures, tout était prêt, et vendredi dernier, je pris avec moi une femme de chambre, Potapitch, mon valet Fédor, mais ce Fédor, je l'ai renvoyé de Berlin, je n'en avais aucun besoin. Je serais très bien arrivé à destination toute seule. J'avais retenu un wagon spécial. Il y a des porteurs à toutes les gares, pour 20 kopecks, ils vous transportent n'importe où. Dites donc, tu es bien logé, conclut-elle en regardant autour d'elle. Et avec quel argent, s'il vous plaît? Tout ton avoir est hypothéqué quand je pense à ce que tu dois, ne serait-ce qu'à ce Franzouzik, je sais tout, va tout. Mais ma tante, commença le général avec le plus grand embarras, vous m'étonnez, ma tante, je crois pouvoir me passer du contrôle de quiconque. Du reste, mes dépenses ne sont pas au-dessus de mes moyens. Mais nous sommes ici, pas au-dessus de tes moyens? Tu en as de bonnes. Tu as sans doute dépouillé tes enfants de leur dernier kopek, tuteur. Après cela, après de telles paroles, répliqua le général furibond, je ne sais vraiment pas, tout est là, tu ne sais pas.
Tu ne quittes pas la roulette, probablement. Tu y as tout laissé, sans doute. » Le général fut tellement ahuri que la flûte de son émotion faillit l'étrangler. « À la roulette, moi, dans ma position, mais vous n'y pensez pas, ma tante. Vous devez être encore malade. Tu m'en diras tant. Je parie qu'on ne peut pas t'en arracher, ne raconte pas d'histoire. Je m'en vais voir ce que c'est que cette roulette dès aujourd'hui. Et toi, Praskovitch, tu vas m'indiquer ce qui vaut la peine d'être vu. Et Alexei Ivanovitch me le montrera aussi. Quant à toi, Potapitch, note bien ce qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il y a à visiter, demanda-t-elle à Pauline. Il y a les ruines d'un château non loin d'ici et le Schlangenberg. Qu'est-ce que c'est que ce Schlangenberg? Un bois? Non, c'est une montagne. Il y a une pointe. Comment ça, une pointe? C'est au sommet de la montagne, un belvédère. La vue est incomparable. Alors, il faudrait traîner mon fauteuil là-haut. Est-ce faisable? Oh, oui, on peut facilement trouver des porteurs, répondis-je. À ce moment, Fédosia, la vieille gnagna, s'approcha de la grand-mère pour la saluer et lui amener les enfants du général. « Non, surtout pas d'embrassade, je n'aime pas quand les enfants m'embrassent, ils ont toujours la goutte au nez. Et alors, Fédosia, ça te plaît d'être ici ?»« Grandement, grandement, Antonida Vassilievna, répondit la bonne. « Mais vous-même, comment vous portez-vous? Nous en sommes fait du mauvais sang pour vous. Je sais, tu es une âme simple, toi. Et qui sont ces personnes? Des invités? Demanda-t-elle à Pauline. Et qui est ce gringalet à lunettes? C'est le prince Nilski, grand-mère, chuchota Pauline. Ah, c'est un russe. Moi qui croyais qu'il ne comprenait pas. Peut-être n'aura-t-il pas entendu. J'ai déjà vu M. Astley, mais le voici nouveau, dit la grand-mère en l'apercevant. Bonjour. M. Astley la salua en silence. Eh bien, qu'avez-vous de bon à dire? Dites-moi quelque chose. Traduis-lui cela, Pauline. Pauline s'exécuta. Je puis vous dire que c'est un grand plaisir de vous voir et que je suis heureux de vous savoir en bonne santé, répondit M. Astley sérieusement et avec beaucoup d'amabilité. Ces paroles traduites à la grand-mère lui firent visiblement plaisir. Les Anglais ont le don de savoir toujours répondre avec à propos. Je ne sais trop pour quelle raison, mais j'ai toujours aimé les Anglais si différents de ces petits Français. Venez me voir, dit-elle à M. Astley, je tâcherai de ne pas trop vous importuner. Traduis-lui cela, Pauline, et dis-lui que je loge en bas. Là, en bas, comprenez-vous, en bas. Elle répétait ces mots à M. Astley en les accompagnant du geste. M. Astley fut enchanté de l'invitation. D'un regard attentif et satisfait, la grand-mère inspecta Pauline des pieds à la tête. « J'aurais pu t'aimer, Pauline, dit-elle brusquement. Tu es une brave fille, tu es meilleure que toutes les autres, mais tu as un caractère. Oh là là! Moi aussi, d'ailleurs. Tourne-toi un peu, ce ne sont pas de faux cheveux que tu portes là. Non, grand-mère, ce sont les miens. Ah, tant mieux, je n'aime pas cette mode stupide, tu es vraiment ravissante. Si j'étais un homme, je serais amoureuse de toi. Pourquoi ne te maries-tu pas? Ah, mais il est temps que je m'en aille. Je veux faire une bonne promenade, j'en ai par-dessus la tête du train. Et toi, toujours fâché? S'adressa-t-elle au général. De grâce, ma tante, n'en parlons plus, s'empressa le général réjoui. Je comprends qu'à votre âge... Cette vieille est tombée en enfance, murmura Desgrieux à mon oreille. Je suis décidé à tout voir ici. Est-ce que tu me laisses Alexei Ivanovitch? Demanda la grand-mère au général. Mais tant que vous voulez, d'ailleurs moi-même, Pauline, monsieur Desgrieux, nous serons tous très heureux de vous accompagner. Mais madame, cela sera un plaisir, intervint Desgrieux avec un sourire charmeur. Parbleu, plaisir? Tu es comique, mon bonhomme. Elle se tourna vers le général et lui dit brusquement. Mais je ne te donnerai pas d'argent. Et maintenant, allons à mon appartement, je dois l'inspecter. Ensuite, nous irons tout voir. Allez, portez-moi. On souleva la grand-mère et tout le monde la suivit en procession dans l'escalier. Le général descendait les marches hébété comme s'il avait reçu un coup de massue sur le crâne. Desgrieux méditait. Mademoiselle Blanche avait fait mine de rester, mais elle se décida, je ne sais pourquoi, à nous suivre. Le petit prince lui emboîta le pas. L'Allemand et madame veuve Comminges restèrent seuls dans l'appartement du général. C'est à la promenade, comme on désigne ici l'allée des marronniers, que je rencontrai mon Anglais. « Oh, oh, dit-il en m'abordant, j'allais chez vous, et vous voilà. Alors vous avez déjà quitté les vôtres? Dites-moi d'abord, demandai-je étonné, comment se fait-il que vous soyez déjà au courant? Tout le monde sait déjà tout? Non, pas tout le monde. Inutile qu'on le sache, d'ailleurs, personne n'en parle. Mais alors vous-même? Mais moi, je le sais, plutôt je l'ai appris incidemment. Où irons-nous en partant d'ici? J'ai de la sympathie pour vous, c'est pourquoi je voulais vous voir. Monsieur Astley, vous êtes le meilleur des hommes, dis-je. Mais j'étais stupéfait. Qui donc lui avait appris la nouvelle? Et comme je n'ai pas encore pris mon café et que sûrement vous l'avez mal avalé, allons au café du Cursal.
Nous nous y installerons, nous fumerons, et je vous raconterai tout. Mais vous aussi, vous parlerez. » Le café se trouvait à 100 pas. On nous servit, j'allumai une cigarette, M. Astley ne fuma pas, il avait les yeux fixés sur moi et s'apprêtait à écouter. « Je ne pars pas, je reste ici, commençai-je. »« J'en étais sûr, approuva M. Astley. En me rendant chez lui, je n'avais aucune intention de lui parler de ma passion pour Pauline. Je voulais même l'éviter à tout prix. Tous ces jours-ci, je ne lui avais presque pas soufflé mot. Comme je l'ai dit, il était très timide. Dès leur première rencontre, j'avais remarqué que Pauline produisait sur lui l'impression la plus vive, mais il ne prononçait jamais son nom. Or, curieusement, dès qu'il fut en face de moi et qu'il fixa sur moi son regard lourd et attentif, l'envie me prit, je ne sais pourquoi, de tout lui raconter, c'est-à-dire de dire mon amour pour Pauline et toutes ses nuances. Je parlais pendant une demi-heure et j'en fus très heureux. C'est la première fois que j'en parlais. Je constatais son trouble à certains passages particulièrement véhéments de mon récit, et je redoublais de véhémence. Je ne regrette qu'une chose. J'en ai peut-être trop dit sur le français. M. Astley m'écoutait, immobile, sans un mot, sans un son, les yeux dans les yeux. Mais quand je me mis à parler du français, il m'arrêta net et me demanda sévèrement de quel droit je me permettais de mentionner ce sujet étranger à notre conversation. Les questions posées par M. Astley avaient toujours quelque chose de bizarre. « Vous avez raison, je ne crains ne pas en avoir le droit, répondis-je. À part de simples suppositions, avez-vous quelque chose de précis à dire sur le marquis et Miss Pauline ?» Encore une fois, je fus frappé par une question aussi catégorique de la part d'un garçon aussi timide. « Non, rien de précis, répondis-je. Rien, bien sûr. S'il en est ainsi, vous avez commis une mauvaise action, non seulement en me parlant de cela, mais encore en y ayant pensé. » Bon, je l'admets, mais maintenant il ne s'agit pas de cela, interrompis-je, fort surpris. Je lui racontai dans tous ses détails l'aventure de la veille, l'incartade de Pauline, mon incident avec le baron, mon renvoi, l'incroyable couardise du général, enfin par le menu, la récente visite de Desgrieux. Pour conclure, je lui montrai la lettre. « Qu'en déduisez-vous » demandai-je. « Je suis venu exprès pour connaître votre opinion. » Quant à moi, j'aurais pu tuer ce freluquet, je le ferai peut-être. « Moi aussi, fit M. Astley, mais en ce qui concerne Miss Pauline, vous savez, il nous arrive en cas de besoin d'entrer en rapport avec des gens que nous détestons. Il se peut qu'il y ait là des relations dont vous ne savez rien et qui dépendent de circonstances extérieures. Je crois que vous pouvez vous tranquilliser, jusqu'à un certain point, s'entend. Mais quant à sa conduite d'hier, elle est certes étrange. Non pas parce qu'elle voulait se débarrasser de vous en vous envoyant affronter la canne du baron, je ne comprends pas pourquoi il s'en est pas servi du moment qu'il la tenait à la main. Mais parce qu'une action de ce genre, de la part d'une miss aussi incomparable, est parfaitement inconvenante. Évidemment, elle ne pouvait pas deviner que vous alliez exécuter son désir moqueur à la lettre. « Mais savez-vous, » m'écriai-je en scrutant son regard, « j'ai l'impression que vous avez été mis au courant de tout cela. Savez-vous par qui? Par Miss Pauline elle-même. » M. Astley fut surpris. « Vos yeux jettent des éclairs, j'y vois de la suspicion, dit-il en reprenant aussitôt son flegme. Vous n'avez pas le moindre droit de manifester vos soupçons. Je ne vous le reconnais pas, je refuse catégoriquement de répondre à votre question. »« Bon, n'en parlons plus, » m'écriai-je avec une curieuse agitation, sans comprendre comment cette idée m'était venue. Quand et comment M. Astley était-il devenu le confident de Pauline? Il est vrai que, dernièrement, j'avais un peu perdu de vue M. Astley, et Pauline avait toujours été pour moi une énigme, à tel point que maintenant, par exemple, que je m'étais embarqué dans toute l'histoire de mon amour, j'étais frappé par le fait que je n'avais presque rien pu dire de précis ni de positif sur mes rapports avec elle. Bien au contraire, tout paraissait fantastique, invraisemblable, incohérent, cela ne ressemblait à rien. Bon, continuai-je, haletant presque. Je m'y perds, et même à présent, il y a des tas de choses que je ne saisis pas encore. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Il s'agit maintenant d'autre chose. Je vous demande un avis, sinon un conseil. Je mis un moment avant de reprendre. Pourquoi le général a-t-il eu si peur? Qu'en pensez-vous? Pourquoi ont-ils tous fait une telle histoire de ma sortie idiote de garnement? Une telle histoire que Desgrieux lui-même s'est cru obligé d'intervenir, et il intervient seulement dans les cas gravissimes.
Il s'est dérangé, hein, pour venir chez moi, pour me prier, pour me supplier. Des en personne me supplier. Enfin, notez-le bien, il est venu sur le coup de 9 heures, un peu avant même. Et il était déjà en possession de la lettre de Miss Pauline. Je me pose la question, quand donc la lettre a-t-elle été écrite? Peut-être aura-t-on réveillé pour cela Miss Pauline? Autre que je puis en conclure que Miss Pauline est en son pouvoir, puisqu'elle va jusqu'à me demander pardon. Outre cela, qu'a-t-elle personnellement à voir dans tout cela? Pourquoi s'y intéresse-t-elle tellement? Pourquoi ont-ils peur d'un quelconque baron? Qu'est-ce que ça peut faire que le général épouse mademoiselle Blanche de Comminges? Il déclare qu'il doit, en raison de cette circonstance, assumer une attitude particulière. Avouez que c'est là quelque chose de vraiment spécial. Qu'en pensez-vous? Je lis dans vos yeux que là-dessus aussi vous en savez plus que moi. M. Astley sourit et hocha la tête. En effet, je crois en savoir beaucoup plus que vous, dit-il. Le point central de toute cette affaire, c'est une certaine mademoiselle Blanche. J'en suis absolument sûr. Et quoi, mademoiselle Blanche? M'écriai-je avec impatience. J'avais eu à ce moment-là l'espoir soudain d'une révélation au sujet de Pauline. Il me semble qu'il est actuellement d'un intérêt particulier pour mademoiselle Blanche d'éviter toute rencontre avec le baron et la baronne, et surtout une rencontre fâcheuse, puis même scandaleuse. Allons, allons. Mademoiselle Blanche était déjà ici à Rouletenbourg il y a 2 ans pendant la saison. Je m'y trouvais aussi. À cette époque, elle ne s'appelait pas mademoiselle de Comminges, et sa mère, madame veuve Comminges, n'existait pas. Il n'en fut du moins jamais question. Desgrieux, il n'y avait pas non plus de Desgrieux. Je suis persuadé qu'aucun lien de famille ne les unit, mais même qu'ils ne se connaissent que depuis fort peu de temps. Desgrieux s'est fait marquis tout récemment, une certaine chose me permet de l'affirmer. Il s'appelle même pas Desgrieux depuis bien longtemps, selon toute vraisemblance. Je connais ici quelqu'un qui l'a rencontré sous un autre nom. Mais il a des relations réellement solides. Oh, ce n'est pas impossible, même mademoiselle Blanche peut en avoir. Mais il y a 2 ans, sur la plainte de cette même baronne, la police locale avait invité mademoiselle Blanche à quitter la ville, ce qu'elle a fait. Comment ça? Elle a paru d'abord ici avec un Italien, un prince au nom historique, Barberini ou quelque chose dans ce genre-là. Il était constellé de bagues et de diamants, du reste ce n'était pas des faux. Il se faisait véhiculer dans un équipage sensationnel, mademoiselle Blanche jouait aux 30 et 40. Au début la chance lui souriait, puis elle l'a trahi. Je la vois encore perdre en un soir une somme énorme. Bien pis, un beau matin, son prince disparut sans laisser de traces. Adieu, chevaux, équipage. Sa note d'hôtel était monumentale. Mademoiselle Zelma de Barberini, elle s'était subitement métamorphosée en Zelma, était au dernier degré du désespoir. Ses clameurs et glapissements remplissaient l'hôtel. Elle mit sa robe en lambeaux. Un comte polonais s'était arrêté à l'hôtel, tout voyageur polonais et comte. Et mademoiselle Zelma, qui déchirait ses robes et qui, comme une chatte, se griffait le visage de ses belles mains parfumées, fit sur lui un certain effet. Ils eurent un entretien, et à dîner on la trouva consolée. Le soir, elle fit son entrée au casino au bras du Polonais. Mademoiselle Zelma riait aux éclats, comme elle faisait d'habitude, très fort, et elle montrait plus de désinvolture dans ses allures. Elle entra immédiatement dans cette catégorie de dames qui, jouant à la roulette, s'approchent de la table en bousculant leurs voisins d'un grand coup d'épaule pour avoir le champ libre. Chez elle, c'est un chic particulier. Vous les avez sans doute remarqués. Mais oui. Elles n'en valent pas la peine. Quel que soit l'agacement des gens comme il faut, on ne s'en débarrasse pas, du moins de celles qui, chaque jour, changent des billets de 1000 francs. Il suffit d'ailleurs qu'elles cessent de le faire pour être discrètement éloignées. Donc mademoiselle Zelma continuait à changer de gros billets, mais la chance lui tournait décidément le dos. Notez bien que cette sorte de dame a très souvent de la chance au jeu. Elle possède une maîtrise étonnante. Mais j'en arrive à la fin de mon récit. Un beau jour, tout comme le prince, le comte disparut, mademoiselle Zelma s'en fut seule au casino, personne ne vint lui offrir le bras. En 2 jours, elle fut complètement à sec. Après avoir perdu son dernier louis d'or, elle regarda autour d'elle et vit un monsieur qui l'observait avec une attention indignée. C'était le baron de Wurmelschelm. Mais mademoiselle Zelma ne sut pas lire l'indignation, et se tournant vers le baron avec un certain sourire, elle lui demanda de mettre pour elle 10 louis d'or sur rouge. À la suite de quoi, sur plainte de la baronne, elle fut priée le soir même de ne plus remettre les pieds au casino. Ne vous étonnez pas si je suis au courant de ces détails mesquins et scandaleux. Je les tiens par le menu d'un mien parent, monsieur Feder. Il emmena ce même soir mademoiselle Zelma de Rouletenbourg à Spa dans sa voiture.
Vous comprendrez maintenant pourquoi mademoiselle Zelma voudrait devenir madame la générale. C'est probablement pour éviter à l'avenir de recevoir de la police du casino des notifications du genre de celles d'il y a 2 ans. Maintenant, elle ne joue plus. C'est selon toute apparence qu'elle possède à l'heure actuelle un capital et qu'elle prête de l'argent aux joueurs contre intérêt. C'est une combinaison beaucoup plus sûre. Je soupçonne même que le malheureux général lui doit de l'argent. Peut-être Desgrieux est-il dans le même cas, peut-être même est-il son associé. Il est logique de penser qu'elle n'ait aucune envie d'attirer l'attention de la baronne et du baron avant son mariage. Bref, dans sa position actuelle, elle doit éviter un scandale à tout prix. Attachée à leur maison, comme vous l'êtes, vos actes pouvaient provoquer ce scandale, d'autant plus qu'on la voit chaque jour en public au bras du général ou avec Miss Pauline. Comprenez-vous à présent ? Non, je ne comprends pas, m'écriai-je avec une sorte d'exaltation, et je frappai si fort sur la table que le garçon effaré accourut. Dites-moi donc, monsieur Astley, puisque vous étiez au courant de toute cette histoire et que vous avez percé à jour ce que représente mademoiselle Blanche de Comminges, comment se fait-il que vous n'ayez prévenu ni moi, ni le général, ni surtout Miss Pauline, qui s'est montrée en public au casino, bras dessus, bras dessous avec elle? Comment avez-vous pu garder le silence? Il était inutile de vous prévenir, car vous ne pouviez rien faire, répondit calmement M. Astley. Et au fond, vous prévenir de quoi? Il se peut que le général en sache beaucoup plus que moi sur mademoiselle Blanche, ce qui ne l'empêche pas de se promener avec elle et avec Miss Pauline. Le général est un malheureux homme. Je l'ai vu hier, il galopait sur un alezan, loin derrière mademoiselle Blanche, elle-même sur un superbe animal avec Desgrieux et ce petit prince russe. Le matin, il s'est plaint de douleurs dans les jambes, et pourtant il avait une belle tenue à cheval. C'est à ce moment que je compris qu'il était irrémédiablement perdu. Au demeurant, tout cela ne me regarde pas. Et je n'ai eu l'honneur de connaître Miss Pauline que depuis peu. D'ailleurs, M. Astley se reprit tout à coup. Je vous ai déjà dit que je ne puis admettre votre droit de poser certaines questions, bien que j'ai pour vous une amitié sincère. Assez, dis-je en me levant. Il est clair comme le jour que Miss Pauline, elle aussi, sait tout sur mademoiselle Blanche, puisqu'elle ne peut pas se séparer de son Français. Aussi consent-elle à se promener avec elle? N'en doutez pas. Aucune autre influence ne l'aurait forcée à sortir avec mademoiselle Blanche et à me supplier dans sa lettre de ne pas toucher au baron. Oui, il y a bien là cette influence irrésistible. Pourtant, c'est elle qui m'a lâché sur le baron. Grand Dieu, je n'y comprends rien. N'oubliez pas d'abord que mademoiselle de Comminges est la fiancée du général. Ensuite que Miss Pauline, belle-fille du général, a un petit frère et une petite sœur qui sont les enfants légitimes de celui-ci, complètement délaissés par cet insensé et même, semble-t-il, détroussés. Oui, c'est bien cela. Quitter les enfants, ce serait les abandonner tout à fait. Tandis que si elle reste, elle peut défendre leurs intérêts et qui sait peut-être sauver des miettes du patrimoine. Oui, c'est bien cela. Pourtant, je comprends maintenant pourquoi elle s'intéresse tellement à la Baboulinka. À qui ça? À cette vieille sorcière qui est à Moscou et qui ne veut pas mourir, alors qu'on attend le télégramme. Et oui, naturellement, tout l'intérêt se concentre sur elle, tout dépend de la succession. Une fois celle-ci ouverte, le général se marie, Miss Pauline a les mains libres. Quant à Desgrieux... Eh bien, Desgrieux rentre dans son argent, il n'attend que ça. Que ça? Vous croyez qu'il n'attend rien d'autre? Je n'en sais pas davantage, s'entêta M. Astley. Mais moi je sais, répétai-je avec fureur. Lui aussi il attend cette succession, car alors Pauline touchera sa dot et se jettera immédiatement à son cou. Toutes les femmes sont pareilles. Les plus fières deviennent les plus plates esclaves. Pauline n'est capable que de passion et rien de plus. Voilà ce que je pense d'elle. Observez-la donc, surtout lorsqu'elle est seule dans un coin tout à ses pensées. Il y a en elle quelque chose de prédestiné, de condamné, de maudit. Elle peut se lancer dans tous les tourments horribles de la vie et de la passion. Elle... Et qu'est-ce qui m'appelle, m'exclamai-je? Qu'est-ce qui crie? J'ai entendu quelqu'un crier Alexei Ivanovitch en russe. Une voix de femme, vous entendez? Vous entendez? Depuis un certain temps, presque sans le remarquer, nous avions quitté le café et nous approchions de l'hôtel. J'ai bien entendu une femme appeler, dit M. Astley, mais je ne saisis pas qui elle appelle, c'est en russe. Maintenant, je vois d'où ça vient, c'est cette femme assise dans un grand fauteuil qui vient d'être transportée à l'entrée de l'hôtel par une nuée de domestiques. Derrière elle, on porte des valises. C'est donc que le train vient d'arriver. Pourquoi est-ce moi qu'elle appelle? La voilà qui crie de nouveau. Regardez, elle nous fait des signes. Je vois bien qu'elle nous fait des signes, dit M. Astley. Alexei Ivanovitch, mon Dieu, quel lourdeau! Ces appels perçants partaient du perron. Nous nous précipitâmes, je montai sur la terrasse, et là...
la stupéfaction me changea en statue. Le lendemain matin, je fis venir le valet de chambre et je lui dis que dorénavant, mon compte devait se faire à part. Le prix de ma chambre n'était pas élevé au point de me rendre inquiet et de m'obliger à quitter l'hôtel. J'étais en possession de 16 Frédéric et là-bas, c'était peut-être la richesse. Comme c'est drôle. Avant même d'avoir gagné au jeu, j'agis, je pense comme un riche. Et je ne me vois pas autrement. Malgré l'heure matinale, je me préparais à aller chez M. Astley à l'hôtel d'Angleterre, voisin d'une autre, lorsque Desgrieux fit son entrée dans ma chambre. C'était bien la première fois. Tous ces derniers temps, mes rapports avec ce personnage étaient des plus froids et des plus tendus. Loin de dissimuler son dédain à mon égard, il l'affichait. Quant à moi, j'avais mes raisons pour n'éprouver envers lui aucune tendresse. En fait, je le haïssais. Son intrusion m'étonna fort, je compris tout de suite qu'il y avait anguille sous roche. Il fut aimable et me fit des compliments sur ma chambre. Me voyant le chapeau à la main, il s'étonna de me voir prêt à sortir d'épeautrons minés. Lorsque je lui eus dit que j'allais de ce pas chez M. Astley pour affaires, il réfléchit, considéra, et son visage prit une expression extrêmement soucieuse. Desgrieux, comme tous les Français, était gai, aimable quand il avait besoin de l'être, et à pleurer d'ennui quand la gaieté et l'amabilité n'étaient plus nécessaires. Il est rare que le Français soit aimable naturellement. Il l'est comme sur commande, par calcul. Quand par exemple il croit nécessaire de se montrer extravagant, original, de sortir de l'ordinaire, alors ses fantaisies les plus absurdes, les moins naturelles, prennent des formes reçues et des plus rabattues. Le Français au naturel est du positivisme le plus bourgeois, le plus mesquin, le plus commun. En un mot, c'est l'être le plus ennuyeux du monde. D'après moi, il n'y a que les novices et surtout les demoiselles russes qui soient séduits par les Français. Toute personne de bon sens discerne aussitôt cette insupportable routine, ces lieux communs de désinvolture et de fausse gaieté. « Je viens chez vous pour affaires, commença-t-il d'un air très dégagé, d'ailleurs courtois, et je ne vous cacherai pas que c'est en qualité d'envoyé du général, ou plutôt de médiateur. Ne comprenant pas bien le russe, je n'ai presque rien saisi de votre conversation d'hier soir, mais le général me l'a relaté en détail et j'avoue... Écoutez-moi, monsieur Desgrieux, l'interrompis-je. Voilà que dans cette affaire aussi vous assumez le rôle d'intermédiaire. Je ne suis certes qu'un Uchitel et je n'ai jamais prétendu avoir l'honneur d'être un intime de la maison ni d'avoir des relations particulièrement étroites avec elle. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas au courant de certaines choses. Mais dites-moi, feriez-vous tout à fait partie de la famille maintenant? Parce qu'enfin vous prenez une telle part à tout ce qui se passe, vous faites aussitôt le médiateur en toutes circonstances. Ma question ne fut pas à son goût, elle était trop transparente. Il ne voulait pas montrer son jeu. Nous sommes liés, le général et moi, en partie par des affaires, en partie par des circonstances particulières, dit-il sèchement. Le général m'a envoyé chez vous pour vous prier d'abandonner les projets dont vous avez parlé hier. Ce que vous avez imaginé est très spirituel, bien sûr, mais je suis chargé de vous dire que ces projets sont voués à un échec certain. Ce n'est pas tout. Le baron refusera de vous recevoir. Enfin, vous comprenez bien qu'il a tous les moyens à sa disposition pour vous mettre dans la possibilité de lui causer d'autres ennuis. Vous devez le reconnaître, alors pourquoi vous entêter? De son côté, le général s'engage à vous reprendre à son service dès que les circonstances deviendront favorables et à vous garantir vos appointements jusqu'à ce moment-là. C'est assez avantageux, n'est-ce pas? Je le détrompais avec calme. Il n'était pas certain que le baron me fît chasser, peut-être écouterait-il ce que j'avais à lui dire. Là-dessus, je priai Desgrieux de m'avouer qu'il était venu me voir justement pour me tirer les vers du nez. Comment allais-je m'y prendre? Mais mon Dieu, puisque le général s'intéresse tellement à cette histoire, il est évident qu'il serait heureux de connaître ce que vous entendez faire et comment vous agirez. C'est bien naturel. Je me mis en devoir de lui exposer, tandis qu'il m'écoutait, à demi étendu, la tête légèrement penchée vers moi sans chercher à dissimuler son ironie. Il affectait un air des plus hautains. Je fis tout pour lui faire croire que j'envisageais cette affaire avec le plus grand sérieux. Je lui expliquai. C'est en plein de moi comme si j'étais un domestique du général. Le baron m'avait premièrement fait perdre ma place, et deuxièmement il m'avait traité en individu incapable de répondre de ses faits et gestes et auquel il était superflu de s'adresser. Certes, je me sentais offensé, et à juste titre.
Néanmoins, prenant en considération la différence d'âge, la position sociale, etc., je faillis pouffer de rire. Je ne voulais pas agir de nouveau à la légère, c'est-à-dire exiger, voire même suggérer que le baron me donnât satisfaction. Toutefois, je m'estimais parfaitement en droit de présenter des excuses au baron, et surtout à la baronne, d'autant plus que ces derniers temps, je ne me sentais pas bien, j'étais déprimé, en proie à des sortes d'extravagances, etc. Or, par sa démarche hier auprès du général, démarche qui constituait pour moi une insulte, par le fait que le baron avait exigé du général mon renvoi, il m'avait mis dans l'impossibilité de lui présenter des excuses ainsi qu'à la baronne, parce que même, et tout le monde serait alors persuadé que j'étais venu le faire par crainte de ne pas retrouver ma place. Il en résultait que je me trouvais forcé de demander au baron qu'il s'excusât d'abord dans les termes les plus mesurés, en me disant par exemple qu'il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Et une fois que le baron me l'aurait déclaré, j'aurais les mains libres pour lui présenter mes excuses les plus sincères. En conclusion, je ne demandais qu'une chose, c'était que le baron me déliât les mains. « Oh là là, vous êtes bien susceptible, et que de subtilité. Quel besoin avez-vous de vous excuser ? Voyons, monsieur, avouez que vous machinez tout cela exprès pour faire une pique au général, ou peut-être poursuivez-vous des fins particulières, mon cher monsieur ? Pardon, j'ai oublié votre nom, monsieur Alexis, n'est-ce pas ? Mais permettez, mon cher marquis, de quoi vous mêlez-vous ? Mais le général est quoi, le général ? Il a vaguement dit hier qu'il devait se tenir sur un certain pied. Il a montré une grande agitation. Je n'y ai rien compris. C'est là, précisément là, que se trouve une circonstance particulière, intervint Desgrieux d'un ton plutôt pressant, où le dépit perçait de plus en plus. Vous connaissez mademoiselle de Comminges. Vous voulez dire mademoiselle Blanche ? Mais oui, mademoiselle Blanche de Comminges, et madame sa mère. Comprenez-moi bien, le général, le général est amoureux, et même un mariage se fera-t-il peut-être ici. Alors imaginez un scandale, des histoires dans ces conditions. En ce qui concerne le mariage, je ne vois là ni scandale ni histoire. Mais le baron est si irascible, un caractère prussien, vous savez, il fera une querelle d'Allemands. Mais ce sera à moi qu'il la fera, et pas à vous, du moment que je n'appartiens plus à la maison. Je cherchais à paraître le plus incohérent possible. Mais permettez, ce mariage du général avec mademoiselle Blanche, est-ce chose décidée ? Si oui, pourquoi attendre ? Je veux dire, à quoi bon le cacher, à nous du moins qui sommes de la maison ? Je ne puis vous... D'ailleurs, ce n'est pas chose faite. Cependant, vous savez qu'on attend des nouvelles de Russie. Il faut que le général puisse arranger ses affaires. Ah oui, la petite grand-mère. Desgrieux me lança un regard haineux. Bref, coupa-t-il, je compte sur votre amabilité naturelle, sur votre intelligence, sur votre tact. Vous le ferez à coup sûr pour la famille qui vous a accueilli à bras ouverts, qui vous a aimé, respecté. Vous en avez de bonnes. On m'a mise à la porte. Vous avez beau affirmer maintenant que c'est pour la forme, mais si l'on venait vous dire « Je ne veux certainement pas te tirer les oreilles, mais laisse-toi faire pour la forme », convenez-en, cela reviendrait à peu près au même. « S'il n'en est ainsi, si vous restez sourd à toutes les prières, reprit-il, avec une sévérité insolente, je me permettrai de vous assurer que nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Il y a des autorités ici, vous serez expulsé aujourd'hui même. Que diable! Un blanc-bec comme vous voudrait provoquer en duel une personnalité telle que le baron? Croyez-vous qu'on vous laisse faire? Soyez-en sûr. Personne n'a peur de vous ici. Si je suis venu vous voir, c'est plutôt de ma propre initiative, car le général était inquiet. Pouvez-vous penser un seul instant que le baron ne vous fasse pas simplement mettre à la porte par un laquais? Vous faites erreur, monsieur Desgrieux, dis-je froidement. Je n'irai pas moi-même. Les convenances seront bien mieux observées que vous ne le supposez. Je m'en vais de ce pas chez M. Astley pour le prier d'être mon intermédiaire, ou plutôt mon second. Il a de l'affection pour moi, je suis certain qu'il ne me refusera pas ce service. C'est lui qui se rendra chez le baron, et le baron le recevra. Si je suis un outil tel et puis paraître une sorte de subalterne en fin de compte sans défense, M. Astley est le neveu d'un lord, d'un vrai, tout le monde le sait, le neveu de Lord Pembroke qui se trouve ici même. Ne doutez pas une seconde que le baron sera poli envers M. Astley, qu'il l'écoutera. Mais s'il refuse, M. Astley le prendra pour une offense personnelle. Vous n'ignorez pas comme les Anglais savent insister.
Il enverra chez le baron un de ses amis, il en a d'excellents. Veuillez considérer que l'affaire prendrait alors une toute autre tournure. Le Français n'emmenait pas large, c'était visible. Tout cela était très plausible. Il apparaissait dès lors que j'avais les moyens de provoquer un branle-bas. « Laissez donc tout cela, je vous prie, dit-il d'une voix tout à fait suppliante. On dirait que vous êtes heureux à l'idée d'un scandale. Ce n'est pas une réparation que vous cherchez, mais un esclandre. Je vous ai déjà dit que tout cela pouvait être drôle, spirituel même, c'est peut-être le but auquel vous tendez. Mais, conclut-il en voyant que je me levais, que je prenais mon chapeau, je suis venu vous remettre ce mot de la part d'une certaine personne. Lisez, on m'a prié d'attendre la réponse. » Cela dit, il sortit de sa poche un petit billet plié et cacheté qu'il me remit. Pauline m'écrivait. « Vous avez l'intention, m'a-t-il semblé, de donner suite à cette affaire. Vous vous êtes fâché et vous commencez à vous conduire comme un gamin. Mais il y a là des circonstances particulières et je vous les expliquerai peut-être plus tard. Quant à vous, cessez ce jeu et reprenez vos esprits. Que tout cela est donc bête. Vous m'êtes nécessaire, vous avez promis d'obéir, souvenez-vous du Schlangenberg. Je vous demande d'être obéissant et s'il le faut, je vous en donne l'ordre. Votre Pauline. PS. Si vous m'en voulez pour ce qui s'est passé hier, pardonnez-moi. » Je crus que le monde basculait devant mes yeux. Mes lèvres blêmirent. Je me mis à trembler. Ce maudit Français, avec une discrétion, affectait de détourner les yeux comme pour ne pas remarquer mon désarroi. J'aurais préféré un éclat de rire. « Très bien, proférai-je. Dites à mademoiselle qu'elle ne s'inquiète pas. Tout de même, ajoutai-je en haussant la voix, permettez-moi de vous demander pourquoi vous avez mis si longtemps à me donner cette lettre. Il me semble qu'au lieu de vous livrer à tout ce bavardage, vous auriez dû commencer par là, si c'est bien pour cela que vous êtes venu. »« Oh, je voulais seulement... Tout cela sort tellement de l'ordinaire que je vous prierai d'excuser une impatience naturelle. Je désirais connaître au plus tôt vos plans de vous-même. Du reste, j'ignore le contenu de ce billet, je pensais qu'il serait toujours temps de vous le remettre. Je comprends. On vous a tout simplement dit de ne me le remettre qu'in extremis et de n'en rien faire si vos paroles avaient suffi. C'est bien cela? Monsieur Desgrieux parlait sans détour. Peut-être, dit-il en affectant une réserve extrême et en me lançant un drôle de regard. Je pris mon chapeau. Il fit un salut de la tête et sortit. Je crus discerner un sourire railleur sur ses lèvres. Mais pouvait-il en être autrement? « Nous réglerons nos comptes un jour, Francillon, ce n'est pas fini, murmurai-je en descendant l'escalier. J'étais encore incapable de rassembler mes idées. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup sur la tête. L'air frais du dehors me fit du bien. Quelques minutes plus tard, dès que j'y vis un peu plus clair, j'eus nettement conscience de deux choses. Premièrement, qu'une inquiétude générale était née hier de bagatelles, de menaces improbables proférées en l'air par un gamin. Deuxièmement, que le Français avait une énorme influence sur Pauline. Sur un mot de lui, elle fait tout ce qui lui est nécessaire, elle m'écrit et même elle me le demande. Oui, dès le début, depuis que je les connaissais, leur rapport avait été une énigme pour moi. Cependant, j'avais remarqué chez elle ces derniers jours une profonde aversion et même du mépris à son égard. Quant à lui, il lui battait froid, il lui arrivait même d'être mal élevé avec elle, je l'ai constaté. Pauline elle-même m'a parlé de cette aversion, des aveux significatifs lui avaient déjà échappé. Donc elle est entre ses mains, il l'a de quelque manière enchaînée.